Madame, Monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 29 novembre 2025. Il est 8 heures. Nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Ce matin, nous allons nous intéresser. Alors, 191 ans auparavant, il y a eu donc la première Moubaya'a de l'Amir Abdelkader. Et justement, Ahmed Garriga Hassan reviendra sur El Moubaya'a, mais aussi sur le parcours brillant de l'Amir Abdelkader aux multiples facettes, effectivement. Donc, guerrier, chef d'État, mais aussi poète. Donc, on reviendra sur son parcours. Et aussi, nous vous ouvrirons votre compagnie dossier santé. Nous allons nous intéresser aux maladies des reins, puisque la 30e édition du congrès de la Société algérienne de néphrologie aura lieu aujourd'hui, donc samedi 29 et demain, Inch'Allah, aussi dimanche 30. Donc nous allons revenir un petit peu sur la transplantation rénale. Et aussi, nous allons nous intéresser donc toujours dossier santé, nous allons nous intéresser à la nutrition, mais particulièrement aux effets des édulcorants, notamment l'aspartame. Vous savez, tous les produits dits light, tous les produits dits zéro sucre. Alors on va revenir sur le zéro sucre caché, sur les effets de l'aspartame caché, et ce sera donc en compagnie de notre amie Ania qui sera parmi nous. Et aussi, nous allons nous intéresser à l'environnement, puisque plusieurs associations vont participer donc à la COP 30, notamment pour une grande campagne de reboisement. Et on terminera l'émission pour revenir donc sur l'événement des Olympiades des métiers qui a eu lieu donc la semaine dernière au niveau d'Oran, et le réalisateur donc du film sera parmi nous, et nous allons donc revenir sur cet événement. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, ce sera pause musicale en compagnie de Shemso Friklen, et on se retrouve juste après. انتيا اللي قراني انتيا شكون ذراعي انتيا باغي غير نكون كيفك يابا نبغيك يابا لقيت الدنيا غابة كون ماشي انتا يابا كون غدروني ذيابا مالي كله ليك ماشي يابا يا نبغيك يابا علاش تبان حزين يا بابا الحنين احكي لي غير شوية في وجهك تعب سنين يا بابا الحنين هذه هي الدنيا علاش تبان حزين يا بابا الحنين احكي لي غير شوية في وجهك تعب سنين يا بابا الحنين هذه هي الدنيا جامي ننسى وصايا لقيتك ديما حدايا قانع ديما غاية سهر الليل قليل انا با يا نفديك با في حياته شحال عانى على راسي امانة على الرجل ربينا جامي واحد ليش رانا غابة يا نفديك با علاش تبان حزين يا بابا الحنين احكي لي غير شوية في وجهك تعب سنين يا بابا الحنين هذه هي الدنيا علاش تبان حزين يا بابا الحنين احكي لي غير شوية في وجهك تعب سنين يا بابا الحنين هذه هي الدنيا
retour sur le plateau et cette fois-ci, donc, nous allons nous intéresser à la santé, notamment donc l'événement qui aura lieu aujourd'hui et demain. Donc, ça va être la 30e édition du congrès de la Société algérienne de néphrologie. Nous en parlons ce matin en compagnie de notre invité, à savoir Dr Yasmine Barka. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, merci pour l'invitation. Marhaba, et vous êtes donc maître assistante au service néphrologie du CHU Beni Messous. Alors, nous sommes à la 30e édition, une véritable tradition finalement qui s'est ancrée dans le service, ou on va dire dans la spécialité néphrologie, n'est-ce pas? Exactement. Eh bien, aujourd'hui, aura lieu l'événement, le 30e congrès national de néphrologie. En fait, on a pris l'habitude de le faire une fois par an afin de regrouper tous les professionnels de la santé, particulièrement les néphrologues, justement pour discuter des nouveautés, se rencontrer, voir ce qui se passe dans différents centres nationaux et aussi avoir des expertises internationales aussi afin d'améliorer la prise en charge de nos patients au quotidien. Effectivement, et justement, donc là, ça va être une rencontre qui va s'étaler sur 2 jours, aujourd'hui et demain, Inch'Allah. Et quels sont donc les axes sur lesquels vous allez donc intervenir durant ces 2 jours? Très bien. Alors, l'inauguration aura lieu dans à peu près une demi-heure. Nous allons essayer de vous libérer avant. Il n'y a pas de souci. Alors, ça sera aujourd'hui le 29 et le 30 novembre 2025. Ça se passera à Ain Benyan, à l'école supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger. Alors, on recevra plusieurs experts, au-delà de l'expertise nationale que nous avons déjà afin de partager nos connaissances avec les jeunes néphrologues, bien sûr. On va parler de la néphroprotection, de l'hémodialyse, la prise en charge personnalisée des patients, afin d'inclure les nouveautés qui se passent en international. On va parler des maladies héréditaires aussi, comme les tubulopathies héréditaires. On va parler de la néphrotoxicité médicamenteuse et aussi de la transplantation rénale, pour avoir une vision globale de ce qui se passe à travers le pays. Alors, transplantation rénale, probablement, on va revenir sur ce sujet, sur lequel j'ai envie de dire, il y a beaucoup encore de réticences, il y a beaucoup de questions, n'est-ce pas, de la part des patients, de la part de la société, d'une manière générale. Ce n'est pas tout le monde qui sait qu'on fait la transplantation rénale en Algérie. Malheureusement, on l'a fait seulement à partir de donneurs vivants apparentés. Maintenant, tout ça parce qu'on n'a pas encore la culture du don à travers la société. Donc, à nous, professionnels de la santé, et vous, professionnels de l'information, pour essayer de promouvoir la culture du don à travers la société. Voilà. Donc, de sensibiliser surtout, et de donner de l'information par rapport à cela, parce que même lorsque la transplantation se fait donc à partir de personnes vivantes, parfois aussi, j'imagine, que sur le plan santé, on rencontre quelques difficultés. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on a des équipes vraiment professionnelles dans ce domaine, vraiment prêtes et avec une certaine expertise dans le domaine. Donc, on s'assure que la personne qui va donner l'organe est indemne de toute pathologie, donc pour pouvoir justement vivre avec un seul rein, parce qu'on peut facilement vivre avec. Maintenant, ça ne suffit pas, parce qu'un donneur vivant peut donner qu'un seul organe et sauver qu'une seule personne. Par contre, le donneur décédé pourra donner plusieurs organes, 2 reins, 2 poumons, un pancréas, un cœur, et là, on pourra sauver beaucoup de personnes. Donc, il faut promouvoir la culture du don, parler de ce genre de choses, dire à sa famille qu'on est donneur potentiel après le décès. Comme ça, on pourra aider le maximum de personnes. Effectivement, surtout sur le plan législatif, sur le plan religieux. Donc, ça a été discuté aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des réticences par rapport à cela. Exactement, surtout sur le plan religieux. Maintenant, quand on parle de religion, il faut se baser sur ce qui est concret. Vous avez Surat al-Ma'ida, ayah 32, qui dit Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahyaha ka'annama ahya an-nasa jami'an. Sadaqallahu al-adim. Donc, basé sur ce verset, il y a eu fatwa déjà dans les années 80 qui a non seulement autorisé, mais favorisé le don d'organes, donc que ce soit du vivant ou du décédé. Donc d'ailleurs, ça se fait à travers le monde et même dans les pays arabo-musulmans. Donc c'est en fait une réticence culturelle, peut-être aussi un manque dans la santé algérienne, mais peut-être que là, ça sera à nous de rassurer au maximum des gens. Et puis,
promouvoir l'information aussi. Voilà, surtout et sensibiliser par rapport à cette question, d'autant plus que les équipes médicales ont déjà un recul par rapport à toutes ces interventions, Oui, par rapport depuis à la transplantation. plusieurs années. D'ailleurs, en moyenne, on pratique à peu près 200 transplantations à travers le pays par an. Voilà, c'est pas encore, c'est pas encore le taux qu'il faut, En mais fait, c'est pas le taux qu'il faut, justement parce qu'il y a beaucoup d'insuffisants rénales qui viennent derrière, d'hémodialysés. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est éligible à une transplantation, mais ça reste un chiffre vraiment important, de l'ordre de 35 000 hémodialysés actuellement en Algérie. c'est un chiffre quand même assez lourd. C'est un chiffre assez lourd et malheureusement en perpétuelle augmentation. Maintenant, 200 par an, ça reste énormément insuffisant. Donc c'est pour ça que nous, professionnels de la santé, on voudrait promouvoir au maximum la culture du don. Effectivement, mais ce qui serait encore plus intéressant, c'est de sensibiliser, d'éduquer encore une fois par rapport à la santé, par rapport à la prévention, pour ne pas du tout arriver finalement à quelconque pathologie. Et c'est le but de l'événement. De l'événement aussi, parler de toutes les thérapeutiques qui sont là justement pour nous aider à pallier à ce genre de complications et à pratiquer la protection au maximum, la néphroprotection. Voilà. Mais sinon, encore une fois, par rapport à l'événement, donc il va y avoir des intervenants donc des quatre coins du pays, des intervenants de l'étranger aussi, afin de pouvoir échanger. Exactement, afin de pouvoir échanger. On aura le plaisir de recevoir des intervenants de Suisse, de Belgique, de France et aussi de Libye aussi. Voilà, au-delà de nos professionnels nationaux. Donc, on rappelle l'événement, c'est aujourd'hui et demain. Et demain, exactement. Voilà, et dans quelques instants, il va y avoir l'inauguration. Exactement. Et vous devez y être. Oui. En tout cas, on va vous libérer. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin pour annoncer cet événement. Juste dernière question avant de vous libérer. Oui. Donc, certainement, à l'issue de cette rencontre, plusieurs recommandations seront certainement. C'est le but justement de cet événement et aussi de promouvoir notre spécialité auprès du grand public aussi. Et justement, comment vous comptez par la suite mettre sur terrain et toutes ces recommandations? En fait, c'est déjà l'apprentissage des jeunes néphrologues, aussi le dépistage précoce, la prévention, la sensibilisation des gens à la consultation, au dépistage, surtout par rapport aux patients qui sont déjà en maladie rénale chronique, comme les diabétiques, les hypertendus, qui ont tendance à se laisser aller. Donc, préciser l'importance du dépistage de la pathologie rénale, qui est malheureusement insidieuse, qu'on diagnostique à un stade malheureusement avancé. Donc les gens qui ont déjà une pathologie chronique se doivent de se rapprocher de leur médecin et de faire un dépistage rénal. Voilà, ça reste encore une fois de la sensibilisation et aussi de la prévention, une forme de prévention. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Docteur Yasmine Barka d'avoir été parmi nous. Je rappelle, vous êtes maître assistante au service néphrologie de CHU Bnimsous. Alors on vous libère. Dans quelques instants, ça va être l'inauguration. Très belle réussite, Inch'Allah, pour cette 30e édition donc, du congrès de la Société algérienne de néphrologie. Merci encore une fois. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une conférence de presse qui a été donnée au niveau du Théâtre national algérien Mahiddine Bachtarzi autour de la pièce théâtrale Djoudour. Et c'est Nawal Benjilali qui s'est intéressé. Voilà. Le Festival international du théâtre du Sahara, qui se tiendra du 1er au 7 décembre 2025 à Adrar, est un événement culturel majeur en Algérie. Cet événement unique en son genre a pour objectif célébrer les arts de la scène. Djoudour, pièce théâtrale du théâtre d'Adrar, un bouquet ou une toile de mosaïque qui combine le patrimoine de la région de Tawad et Adrar et soulève d'une autre manière la question de l'utilisation du patrimoine au théâtre, sera présent à cet événement. Ce point a été clarifié par le metteur en scène que par le dramaturge lors de la conférence de presse organisée au Théâtre national algérien Mahiddine Bachtarzi. هذه المسرحية المعنونة بعنوان جذور هي في الأصل مقتبسة من نصوص سردية بعنوان رقوش لوحات سردية من عالم الصحراء. يعني هذه النصوص تحاول
أن تنبش في الذاكرة الجمعية لإنسان الصحراء. تبنى هذا العمل من باب انفتاح المسرح الجهوي بأضرار على محيطه الاجتماعي وعلى الكتاب كذلك المحليين. نتكلم عادة هذه الصحفية. Le théâtre est une position littéraire et intellectuelle face au monde, à l'existence, à la vérité et à la question de leur part d'objectivité et de subjectivité, dirait le metteur en scène. Dans ce contexte, nous rencontrons un metteur en scène qui cherche à se rebeller contre tout ce qui est classique. فلسفة المسرحية هذه جذور اللي قدمها المسرح الجهوي أضرار مختلفة تماما عن الريبرتوار الجزائري، الريبرتوار المسرحي الجزائري. تخدم التراث وفي الوقت ذاته تخدم العصرنة، يعني نقدم التراث في شكل معاصر ومعاصر جدا إلى درجة الرقمنة. من بروميير ان الجيري بهذه الطريقة فلسفيا دراميا تقنيا على كل المستويات، أول مرة في الجزائر. المسرح أضرار جديد نسبيا، عنده 3 سنوات 4 سنوات من اللي تأسس، والحمد لله راه كاين مسرح في الجنوب. هذا المسرح راح يسمح للقدرات الفنانين او خلينا نسمى القدرات الفنيه المسرحيه باش تظهر، لانه قريب، وعلى هذه اشتغلت كذلك. Alors que la prochaine édition s'annonce dès décembre, le festival continue d'incarner la vitalité culturelle de la région d'Adrar. Et son ouverture sur le monde confirme que le théâtre, dans toute sa diversité, reste un langage universel de créativité et de beauté. Comme je vous le disais, donc au sommaire, 191 ans auparavant, donc il y a eu la première Moubaya'a de l'Amir Abdelkader et nous en parlons ce matin en compagnie de Ahmed Gregassel, mais ce sera juste après cela. Bonjour Ahmed. Bonjour Nour, صباح الخير عليكم à tous les téléspectateurs, نهاركم مبروك. Alors c'est un sujet j'ai envie de dire, il a été choisi d'appoint puisque c'était hier, avant-hier, le 27 juin, que nous avons célébré le 191e l'anniversaire donc de la Moubaya'a. Tu as choisi donc de revenir sur cet événement. Exactement. Parce que c'est quand même l'Amir Abdelkader, c'est une personnalité très spéciale. Ce que je disais ce matin, à plusieurs facettes aussi. Exactement. Donc chef d'État, poète, finalement. On ne pourra jamais le cerner. Déjà, essayer de lire tout ce qu'il a écrit lui-même, ou ses enfants, ou ses petits-fils sur lui. Ce qui a été écrit de lui. Ce qui a été écrit sur lui. Donc tout ça, je pense que 10 ans de lecture, on ne terminerait jamais. Donc, et c'est quelque chose de très important. Amir Abdelkader, c'est l'une des personnalités les plus importantes du 19e siècle et c'est la plus importante dans le monde musulman. Je ne vois pas ni Mohamed Ali d'Égypte, ni Jamal Din Afghani, ni Mohamed Abdou, ni personne d'autre parce qu'il a vécu dans une atmosphère, dans un milieu. Donc, il s'est forgé, il s'est révélé au monde dans un monde, dans des contraintes qu'on ne soupçonne même pas maintenant. Donc, on ne sait même pas. Parce qu'à l'origine, lui-même, il était formé pour être un simple imam. Donc, son père l'a formé avec toute sa famille. Ils avaient leur zawiya al-Ghetna, donc à côté de Mascara. Donc il a pris avec lui, ils ont fait le pèlerinage, il a envoyé étudier chez plusieurs ulama. Donc c'était vraiment, il était destiné à être un nouveau alim, un mufti local. Donc il n'avait pas cette... mais là, donc, tout de suite après, devant l'adversité, devant la calamité de l'occupation, déjà, ce qui interpelle en premier, c'est le fait que juste après l'occupation d'Oran, en janvier 1931, les gens ont réagi. Et pourtant, à la même période, il y a d'autres régions qui ont été occupées. Je ne sais pas, la ville de Bjaya, la ville de Annaba. Il y avait dans le littoral, il y a des villes qui ont été occupées. Mais on n'a pas vu le même type de réaction. Parce qu'ils ont réagi au bout d'un an.
ils ont compris qu'il fallait passer à autre chose. Donc ils ont compris qu'il fallait s'organiser. Et là, on voit le génie, on voit le poids civilisationnel de la civilisation islamique. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tout de suite allés reprendre, copier ce qu'a fait le prophète, le Bay'a. Et ils ont fait Bay'a comme le prophète, sous l'arbre. Oui. Donc, et c'est ça le musulman en fait. À chaque fois qu'on est contraint, donc on est vraiment dans la contrainte, on souffre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On revient au moment fondateur. Le moment fondateur, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et on va faire comme lui. Plus encore, l'Amir Abdelkader, il choisit comme titre Amir al-Mu'minin. Il ne veut pas être sultan. Il ne veut pas être malik, il ne veut pas être roi, il ne veut pas être je ne sais quoi, il ne veut pas être khalifa parce qu'il n'a pas cette prétention. Et il va faire comme Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin. Il organise son administration. Donc il y a un premier ministre, il y a un trésorier local, puis le trésorier national. Donc il demande aux gens de payer la zakat, sans plus. Et tous les gens qu'il nomme, quand on va voir piocher un peu plus leur biographie, qu'est-ce qu'on trouve? Des ulama. Un alim, donc c'est des gens qui étaient formés, et c'est ce qui était demandé à ces gens, c'était d'être juste vis-à-vis de la population. Et pour être juste, on doit connaître, on doit savoir. Donc, ils choisissaient les savants. Donc là, et toutes les batailles, on dit qu'il a mené plus de 130 batailles. J'aimerais pouvoir faire un jour... Durant les 20 ans de sa résistance. Exactement, la vingtaine d'années, il a mené 130 batailles. Moi, l'exercice que je voudrais faire, c'est de calculer, de sommer la distance qu'il a parcouru pendant ces 17 ans. Parce que j'imagine c'est plus que la Terre-Lune. J'imagine c'est peut-être la Terre-Soleil, si ce n'est plus. Parce que il ne s'est jamais arrêté, on le voit. Il est parti en Kabylie, il est parti à Oulad Naïl, il est parti au Ziban, à Biskra, il est parti... Puis c'est des va-et-vient. On parle pas Miliana, c'est juste à côté. Oui. Donc il a tout... Et il avait l'adhésion populaire. Il y avait quelques exceptions, des gens qui, à la fin, on peut comprendre que les gens se soient épuisés un peu, ils n'avaient pas la même vision, ils ne comprenaient pas un peu, mais il a eu beaucoup d'adhésion. Il y a même les tribus du Rif qui ont adhéré. C'est ce qui a fait peur au petit sultan. Il lui a fait vraiment peur parce qu'il avait l'adhésion de ces tribus. Et ces tribus voulaient être sous la protection de l'Amir Abdelkader. Et là, donc, c'est la coalition, l'État d'occupation et l'État riverain qui ont mené l'Amir Abdelkader. Le plus grave, c'est qu'au moment de s'arrêter, parce qu'il s'est arrêté parce qu'il n'avait plus de cartouches, qu'on se le dise bien. Donc, il n'avait plus d'orsas, donc il ne pouvait plus continuer, il n'avait plus de balles pour continuer à mener sa résistance. Et il dit aux gens qui étaient à côté de lui, entre arrêter et faire la reddition à l'armée coloniale ou à faire ma reddition aux voisins riverains, je connais le traître. Je préfère me rendre aux gens qui peut-être auraient une parole d'honneur, je l'espère. Donc j'ai un espoir, mais chez les autres, j'ai aucun espoir. C'est ce qu'il a fait, donc c'est ce qu'il a mené. Mais en fin de compte, même ceux-là n'avaient pas de parole, même ceux-là, donc ils n'avaient pas de parole, donc il c'est très caractéristique de façon d'un colonisateur. Hein. Non, le colonisateur français, il est spécial. C'est vraiment la calamité, c'est le pire des colonialismes. On voit par exemple le colonialisme anglais, le développement qu'ils ont fait peut-être en Asie ou là où ils étaient, on voit le produit, leur produit c'est les États-Unis d'Amérique. Donc c'est quand même un État très fort. Mais les Français, on ne voit aucune ancienne colonie française qui a pu se développer, qui a pu s'émanciper. Puis on voit ce qu'ils font jusqu'à présent en Afrique, on voit ce qu'ils ont fait à Haïti, et on voit par exemple, jusqu'à présent, donc les colonies qu'ils ont encore, ils ont besoin de médecins qui partent de France pour les soigner. Ils ne sont pas formés. Alors que l'Algérie indépendante, on a vu le nombre de médecins qui ont été... Donc, parler de... L'Algérie indépendante, c'est vrai que c'était le premier dossier, l'un des premiers dossiers qu'elle a pris en charge, effectivement, la santé. C'est la santé, la formation. Là, on voit la plaque de la création d'une ville, parce que au-delà de la lutte, l'Amir Abdelkader a créé peut-être une dizaine de villes.
Donc il en a fait des forts, des fortins, puis des forts. Puis autour de ces forts, il y a eu la création de villes. Ça, c'est Taza. On a Borar, donc Qasr al-Bukhari. On a Saïda. On a plusieurs villes comme ça. Il a essayé de créer une sorte de fortin, de ville fortin, de ville forteresse, si on veut dire, pour créer une ligne de fortification, une ligne de défense. Au-delà des hauts plateaux, donc il a créé cette ligne de villes. Il y a une dizaine de villes comme ça qu'il a écrit. On peut voir même l'image d'un moulin à eau qu'il y avait. Ça, c'est à Borar, c'est le Qasr al-Bukhari pratiquement. Donc, et puis, donc, chez lui, donc, ça, c'est le moulin à eau qu'il y avait. C'est une photo prise d'une page d'un ami des réseaux sociaux, Hadrat al-Mdiya au Titri. Donc il y a plein de gens comme ça, qui mettent des photos qui sont terribles. Donc c'est vraiment qui remettent en cause un peu notre conception des choses. Parce que quand on voit, moi, si j'avais vu ce moulin, j'aurais dit ça c'est peut-être à Damas. C'est là où on sait qu'il y avait plein de moulins en haut, mais non, c'est Amir Abdelkader Allah yarhamou qui a fait tout ça. Ça c'est le manuel, le livret des manuscrits de Tagdamt. Ça, c'est une autre forfaiture aussi qu'ont fait les Français en Algérie, c'est le vol. C'est des voleurs de première espèce, mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Et là, c'est toute la bibliothèque de l'Amir Abdelkader. Parce que les gens qu'il visitait, ils disaient, dès qu'il rentrait dans son bureau, qui était bien sûr une tente, donc la première des choses qu'il remarquait, c'est la quarantaine de manuscrits qu'il avait à côté de lui. Donc ils étaient un peu, parce qu'entre une affaire et une autre, donc dès qu'il a du temps, c'est ou la prière, ou le Coran, ou la lecture. C'est ça l'Amir Abdelkader. Là, on voit cette image, c'est l'édition de Al-Futuhat al-Makkiya de Muhyiddin Ibn Arabi. C'est pratiquement la première édition critique qui a été faite par un musulman, parce que ça c'est le 19e siècle. Quand il a commencé à étudier avec ses amis à Damas le livre de Al-Futuhat al-Makkiya d'Ibn Arabi, il a vu qu'il y avait un problème donc, dans la rédaction. Il a demandé à deux personnes d'aller à Konya en Turquie et de comparer l'exemplaire qu'ils avaient avec l'exemplaire écrit par Ibn Arabi lui-même. Ils sont partis, ils ont fait la comparaison, ils ont corrigé, et puis donc ça a donné comme résultat la première édition de Futuhat al-Makkiya par l'Amir Abdelkader. Là, on voit ça c'est son écriture, c'est sa calligraphie. Donc on voit comment il écrivait. Et ça, c'est le témoignage qu'il donne. Lisible d'ailleurs. Lisible, très, bien sûr. Il avait une très belle écriture qui n'a pas beaucoup changé même avec l'âge. Quand on compare par exemple cette écriture-là, c'est à Damas, avec son écriture avec le Coran, le Mus'haf qu'il a écrit quand il était très jeune. Bien sûr, quand on est jeune, on est plus stylé, on est plus appliqué, mais avec l'âge. Mais on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements. Donc le style est resté le même. Il est resté le même. Il est resté appliqué quand même. Là, c'est un témoignage, c'est un certificat de validité d'un arbre généalogique d'une famille de Shorfa à Damas, Aïdat al-Hassini. Donc, comme tout le monde accepte et authentifie la généalogie de l'Amir Abdelkader comme quoi il est descendant du prophète alayhi salatu wassalam. Donc lui-même il est devenu une autorité dans le domaine, donc il authentifiait aussi ça. Donc c'est l'une de ses activités. C'est une facette qu'on ne connaissait pas, donc son intérêt pour la généalogie. Là c'est les petits billets qu'il remettait aux gens qui venaient le voir, donc à chacun. Donc il préparait des billets. Donc, Qala Hakim al-Arab, en général, c'est ou bien un vers de poésie, ou bien une hikma, un mot de sagesse, qu'il remettait. À un certain moment, il s'est pris en photo et il remettait sa propre photo, et qu'il signait avec aussi une hikma ou quelque chose comme ça. C'est des billets qu'il remettait. Il faut dire aussi que l'Amir Abdelkader a veillé à ce que pendant la résistance, pendant toute la lutte, l'enseignement ne s'est jamais arrêté. Ne s'est jamais arrêté, effectivement. Et lui-même, il a enseigné. Donc, quand il est arrivé à Mdiya en 1840, en rentrant dans la ville,
Donc, il a profité pour donner un cours, donc il a enseigné l'Aqidah al-Sughra. Donc, pendant toute sa vie, il n'a fait qu'enseigner et apprendre, enseigner, apprendre. C'est ça, Amir Abdel Qader. C'est vraiment quelqu'un de très spécifique, donc il est très spécial. Et bien sûr, l'aspect soufi de l'Amir Abdel Qader, il n'est plus à démontrer. Donc on sait très bien que disent, on sait qu'il a été bien sûr à l'origine Qadiri, puis il est devenu Naqshbandi, Oui. il a été Chadouli. Et on dit même quand il a visité la Kabylie, donc à l'occasion du traité de la Tefna, donc il est devenu même Rahmani. Donc il a pris l'ahd de la tariqa Rahmaniya. Donc ça veut dire que à l'époque, donc il pouvait parler avec tout le monde et rentrer dans tous les réseaux qu'il y avait. Sa franc-maçonnerie, il n'y a aucune preuve. Donc il y a une lettre qui a été écrite par soi-disant un secrétaire libanais de l'Amir Abdel Qader que personne ne connaît. Il n'a jamais eu de secrétaire libanais, il a eu des secrétaires ici en Algérie, c'est des gens qui étaient proches de lui. À Damas, on connaît ses secrétaires, on connaît le Khani, on connaît Tantawi, on connaît le Moubarak, on connaît le Qassimi peut-être, mais on ne connaît pas de secrétaire libanais de l'Amir Abdel Qader. Donc il a assisté à l'inauguration du canal de Suez. Donc et là, les égards qui ont été rendus par tous les souverains qui étaient là ont rendu jaloux aussi le Khidive Ismaïl, donc le roi d'Égypte qui était jaloux. Et là, on revient sur cet aspect, il est jalousé. Même jusqu'à présent, il y a des gens, les gens qui le médisent, c'est de la jalousie. Justement, et ça, c'est ce qui a poussé notre ami Kasmaïl à Oui. écrire son livre. Le dernier en date, c'est ça? Il est C'est l'un sorti des derniers, d'ailleurs, je crois que c'est le dernier que j'ai vu. L'Amir Abdel Qader. il est sorti d'ailleurs à l'occasion du Salon du Livre. Exactement. Donc, c'est un très beau livre qu'il faut lire. Comme il maîtrise l'anglais, donc ses sources en général, c'est des sources anglo-saxonnes, donc c'est ou bien britanniques ou bien américaines, et ça apporte Un autre regard, un autre finalement, regard, oui. une vision, et on voit le respect que tout le monde vouait à l'Amir Abdel Qader au XIXe siècle. Donc vraiment, celui qui s'intéresse à la vie, à l'œuvre, à tous ces aspects de l'Amir Abdel Qader, il ne pourra jamais dire que je n'ai pas trouvé de livre. Oui, surtout pas. Surtout pas. L'Amir Abdel Qader, donc, il est. Maintenant, on attend le film, bien sûr. On attend le grand film de l'Amir Abdel Qader qui essaie de peut-être, bien sûr, mettre en valeur tout ça et qu'on le voit au cinéma, ce serait quelque chose de très bien. Et je pense qu'il va falloir plusieurs épisodes d'ailleurs, parce que Oui, une série, Amir Abdel Qader, c'est déjà plusieurs personnages dans un seul personnage. Exactement, ça va n'est-ce être pas? dur, ça va Ça être va dur. être Ça va être dur, de exactement. prendre, j'imagine qu'on va être obligé de prendre un seul angle d'attaque du moment que Oui, donc on peut on a beaucoup à dire. On peut commencer par le premier, bien sûr, ce qui est le plus saillant de sa personnalité, c'est l'aspect de résistant. Le bien résistant, sûr, effectivement. L'organisation et tout ça. Et puis donc, et là, il m'étonne quand on essaie de suivre. Donc, il est parti partout. Il connaît l'Algérie mieux que quiconque. Donc, il est parti d'est en ouest. Et Ouais. donc, il a parcouru toute l'Algérie. Il connaît tout le monde. Il connaît toutes les tribus. Il connaît tous les grands seigneurs qui avaient. Il connaît tous les ulama qu'il y avait aussi en Algérie à l'époque. C'est ça l'Amir Abdel Qader Birahmou. Ah, Birahmou. Donc, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est une fierté pour nous. Et j'espère qu'on pourra faire 1% de ce qu'il a fait et de continuer son œuvre et de réaliser ses rêves aussi. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed. Merci. On se retrouve samedi prochain. Inch'Allah. Inch'Allah, pour une autre belle rencontre. Inch'Allah. Merci beaucoup, Merci Ahmed. à Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Tizi Ouzou, là où s'est déroulée la deuxième édition du salon du petit élevage et de l'apiculture. Et c'est Faria Alhamdi qui s'y intéresse et on se retrouve juste après. Pas moins de 80 exposants ont pris part à la deuxième édition du Salon national de l'apiculture et des petits élevages, qui se déroule à la salle Omnisport Saïd Tazrout de Tizi Ouzou. L'objectif de cette année, c'est de promouvoir les petits élevages. Vu le relief montagneux de notre wilaya, d'autres wilayas comme Béjaïa, Bouira, Soukharas, Batna, Khenchla, on voudrait qu'il y ait un certain dynamisme. Il faut que les gens apprennent à commencer petit, avec les petits élevages. D'ailleurs, pour cela, on a exploité les mécanismes que l'État a mis en place, tels que le NESDA ou l'ONGEM. Nous orientons les petits éleveurs vers l'ONGEM.
des petits crédits, des petits projets. Il suffit d'être sérieux, travailleur, ils peuvent aller loin. Issus de pas moins de 17 wilayas, des exposants sont venus épauler les agriculteurs locaux. Une occasion pour tous ces artisans d'écouler leurs produits en attendant de mettre en place leur propre circuit de commercialisation. On a de bons retours, c'est ce que nous pousse à améliorer, à innover, à créer encore d'autres formules. Voilà, on fait des enquêtes et tout ça. Notre rôle, c'est de valoriser le lait de vache pour diminuer la facture d'importation de la poudre de lait. On sous-produit laitier, que ce soit le yaourt, les fromages, les pâtes pressées, les laits gélifiés et les laits à ultra haute température UHT, en carton. Cette manifestation placée sous le thème « Le producteur agricole, le gardien de votre assiette » met en valeur la filière apicole au niveau de la wilaya, mais aussi permettre des échanges entre les différents acteurs de la filière, apiculteurs, entreprises et les divers organismes et institutions d'accompagnement. Les débouchés pour nos jeunes, il n'y en a pas beaucoup. À travers cet événement, on les met en contact avec des entreprises présentes. On leur donne des idées sur des projets à exploiter. On leur donne aussi l'assurance d'avoir une coopérative Capto derrière qui va les accompagner en formation et en fourniture d'aliments et tous les intrants nécessaires pour leur exploitation. Dreifa, une femme inspirante qui a su s'imposer dans le monde très exigeant de l'artisanat fromager. Elle partage sans filtre son parcours dense, ce défi et sa vision d'un métier qu'elle façonne du bout des doigts et du cœur. Je suis une agricultrice, éleveuse caprin de les hauteurs de Ain el-Hammam. Donc à base de lait qui est produit par mes propres chèvres, j'ai pensé à le fabriquer, à le reproduire en tant que fromage. Parce que la commercialisation du lait est un peu difficile parce qu'il est un peu cher. En même temps, les hauteurs de Ain el-Hammam, c'est un peu l'accès des gens. C'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment l'accès à tout le monde. Donc j'ai pensé de le refabriquer. Ce salon se tiendra jusqu'au 29 de ce mois. Et voilà, c'était donc la deuxième édition du salon du petit élevage et de l'apiculture. Et c'est Fria Hamdi qui s'y intéresse nutrition. Nous allons continuer à en parler en compagnie de notre amie Ania. Ania, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça se passe bien? Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, tu choisis de parler d'un ami ennemi. Exactement. N'est-ce pas? C'est le titre parfait. Je cherchais un titre. Ben voilà, rien que pour toi. Exactement. On va parler des édulcorants, des effets des édulcorants sur le corps. Et on va voir, est-ce que vraiment c'est bon de prendre des produits light ou pas? Et quand ça peut peut-être passer et quand ça ne passe pas. Voilà. Donc tout d'abord, les édulcorants, c'est une forme d'alternative industrielle au sucre blanc. Nous savons tous que le sucre blanc raffiné n'est pas bon pour la santé. Une petite douceur de temps en temps, c'est bien, mais quand on en abuse, il y a des risques de diabète, on le sait déjà, des risques de surpoids, d'obésité. Mais surtout, ce qu'on ne dit pas assez souvent, je trouve, c'est un grand risque d'inflammation et de cancer. C'est un des éléments qui est très incriminé dans certaines maladies telles que les cancers. Ça donne un terrain pro-inflammatoire. Ça perturbe complètement le microbiote intestinal, ces petites bactéries dont on parle souvent et qui sont au centre de la nutrithérapie, c'est-à-dire le microbiote intestinal. Ça donne ce qu'on appelle des dysbioses et du coup, réduire le taux de sucre est très important, que ce soit pour les diabétiques ou même les personnes qui sont en bonne santé pour de la prévention tout simplement. Donc les édulcorants, tout ce qui est faux sucre on va dire, tout ce qui est produit light, boisson sans sucre, boisson light, biscuits sans sucre. On est bien servi, il faut dire ce qu'il en est, les étalages. Exactement. On nous promet un goût sucré mais sans les méfaits du sucre. Oui. Certains, par exemple, nous avons déjà deux types d'édulcorants. Nous avons déjà un groupe comme l'aspartame, la saccharine, les polyols qui sont un deuxième type d'édulcorants.
ces édulcorants-là sont des sucres qui vont avoir un goût, qui vont nous donner ce goût sucré que nous promet le sucre, mais sans calories, sans avoir cet effet sur la réponse insulinique, sans augmenter la glycémie. Donc, pour une période transitoire, en attendant de diminuer son taux de sucre pour les diabétiques, ça pourrait être intéressant de façon transitoire. Donc, ça Alors, on est dépend au de votre conditionnel, hein. profil. On Mais est vraiment en condition, ça pourrait et vraiment Voilà. temporairement. Mais aujourd'hui, on va parler des gens de façon générale, de l'individu de façon générale, pas des diabétiques en particulier. On va parler prévention. Pour les personnes qui veulent éviter le surpoids, éviter un taux trop élevé de sucre dans le sang, et qui vont aller vers des produits light avec aspartame, avec du sucre de stevia, c'est une plante d'Amérique du Sud qui est connue pour son pouvoir sucrant, de saccharine, de sorbitol, de fructose. Ils vont aller vers ces produits-là croyant qu'ils vont avoir un goût sucré en ayant moins de méfaits sur leur corps. C'est un petit peu faux. C'est faux, pourquoi? Parce que le sucre raffiné, plutôt le sucre, les édulcorants, vont agir sur l'axe de la dopamine déjà, premièrement. Et là, ça va augmenter, ils ont un pouvoir beaucoup plus sucrant au goût que le sucre blanc raffiné qu'on incrimine déjà. Et ça va alimenter cette envie de sucre, c'est-à-dire qu'il va y avoir compensation. Plus vous allez prendre des produits qui sont dits light, plus déjà vous allez en consommer plus et plus vous allez avoir envie de sucre et de compenser sur d'autres produits plus sucrés par la suite. Et ça, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que l'objectif, ce n'est pas de changer un sucre par un autre sucre, ce n'est pas de seulement réduire la réponse du corps, la réponse insulinique au sucre, c'est de diminuer le taux de sucre, c'est de diminuer l'envie de sucre, c'est d'éduquer le goût à palais. moins de sucre. Comme j'aime bien le dire, le meilleur sucre, c'est le sucre qu'on n'introduit pas dans son corps. C'est le meilleur sucre. Ce n'est pas d'échanger un sucre contre un autre. Mais les dernières recherches ont montré que ces édulcorants-là, la majorité, ont un effet néfaste sur le microbiote intestinal. Et là, ça change toute la donne. Pourquoi? Si ça donne une dysbiose, tout comme le fait le sucre blanc, c'est-à-dire une perturbation des bactéries bénéfiques qui sont dans notre intestin et qui agissent sur notre comportement, sur notre cycle hormonal, sur notre cerveau, sur notre digestion, sur un petit peu tout notre métabolisme. C'est au cœur de notre métabolisme. Quand ça donne cette perturbation de ces bonnes bactéries, les édulcorants, ça donne cette perturbation et ça va faire en sorte que le taux de glycémie dans le corps sera de toute façon instable. Guérir le mal par le mal, finalement. Hein. Exactement. Et en plus d'alimenter ce goût sucré, de continuer à nous donner cette petite addiction au sucre qui n'est absolument pas la solution. Donc, agir sur la dopamine de façon néfaste, le goût du sucre, l'augmenter, compenser en ayant envie de prendre encore plus de produits sucrés car on va penser que c'est light alors que ça ne l'est pas, il y a d'autres calories cachées quelque part. En plus, avoir cette perturbation du tube, du microbiote intestinal qui va faire que le taux de glycémie dans le corps de toute façon ne sera pas correct, tout ça au final devient néfaste. Et donc non, les édulcorants, les produits light ne sont pas la meilleure solution, que ce soit l'aspartame, la saccharine, le fructose, la stevia. La stevia, par exemple, c'est une plante sucrante. Oui, justement, j'allais revenir sur la stevia parce que ça reste quand même, contrairement aux autres édulcorants qui sont des produits purement chimiques, de la production donc chimique, la stevia c'est autre chose, donc c'est plus naturel. Et je me suis dit peut-être qu'il y a quand même une différence entre les deux, mais finalement on va essayer de clarifier. Il y a quand même une différence. Quand on parle d'aspartame, c'est effectivement chimique, de saccharine, c'est chimique, mais lorsqu'on parle de stevia, c'est une plante. Maintenant, si vous prenez la plante elle-même, elle est sucrante, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser, tout va bien, il y a même des minéraux en plus avec cet effet sucré. Mais le problème avec la stevia, le côté sucrant, c'est le stéviol. Et la stevia industrielle, c'est juste du stéviol, c'est-à-dire qu'on enlève les minéraux, on extrait seulement l'aspect sucrant. Et elle est tellement transformée que ça devient néfaste. Ce n'est pas la stevia
naturel. Mais il y a d'autres alternatives. Bien sûr, déjà réduire le sucre, on peut toujours utiliser ces produits-là, mais on peut aller par exemple vers le sucre de date. Le sucre de date, je préfère. Bien sûr, toujours avec des quantités modérées parce que ça reste du modération, sucre. toujours. Exactement, mais ça reste plus naturel. C'est des dattes qui sont séchées, il y a toujours les fibres à l'intérieur qui vont réduire l'absorption du sucre et qui vont donc faire que la glycémie va monter moins rapidement. Donc, je recommanderais le sucre de date pour sucrer par exemple les gâteaux. La stevia, si elle n'est pas transformée, ça serait une bonne alternative. Mais par exemple, le sirop d'agave, le sirop d'érable, ça reste quand même pour l'index glycémique élevé. Ce n'est pas chimique, c'est naturel, c'est très bon de ce côté-là. C'est toujours, vous voyez, un élément en faveur, c'est-à-dire que quand on compare de produits, il y a toujours mieux que ça. C'est-à-dire c'est mieux, mais avec modération. Donc chaque produit, effectivement, a ses points forts, ses points faibles. Je préfère la stevia naturelle au sucre blanc, évidemment. Je préfère le sucre roux au sucre blanc, même si ça reste du sucre, c'est du sucre complet. Sauf que le sucre que nous avons dans nos étalages, ce n'est pas forcément du sucre roux. Des fois, c'est juste coloré. Voilà, c'est juste coloré. Voilà, je voulais juste ce n'est pas du sucre complet, c'est juste du sucre coloré. Donc il faut très bien lire les étiquettes et ne pas se faire avoir. Vous faites très bien de relever ce point-là. Donc, ça reste mieux, quand même, tout ce qui est miel, ça reste beaucoup plus naturel que le sucre blanc. La stevia, si elle est naturelle, elle n'est pas transformée, ça reste mieux. Mais le sucre de date reste encore mieux que toutes ces alternatives-là qui sont plus chimiques. Et encore avec modération. Donc, voilà, c'est toujours... Tout est dans la portion, la modération pour que on puisse avoir ce goût sucré sans perturber notre métabolisme au final. Voilà, donc finalement, il y a toujours de meilleures alternatives qu'on peut avoir. Le plus important, comme tu l'as dit, Agnès, c'est de rééduquer finalement son palais à prendre moins de sucre. Voilà. De manger un peu plus salé au petit déjeuner, de commencer sa journée avec un petit déjeuner salé. Je vous assure que quand on s'habitue à ça, ça devient normal, surtout le matin. Quand on a envie de prendre du sucre, on le laisse vers 4 heures. Si on a envie de quelque chose de sucré, vers 4 heures, c'est parfait. C'est lié à notre cycle hormonal, à notre digestion. Le matin, on digère mieux les lipides. L'après-midi, vers 4 heures, on digère mieux les sucres par rapport à nos hormones. Et du coup, déjà, utiliser ce principe de chrononutrition, on appelle ça comme ça, de laisser des aliments sucrés vers l'après-midi, c'est déjà faire quelque chose de bon pour sa santé. Voilà pourquoi j'aime beaucoup te recevoir, Ania, parce que rien n'est interdit pour toi. Voilà. Tout est finalement juste remettre en place. Voilà, donc toujours avec modération, choisir le bon moment, mais finalement tout est permis. Et se rapprocher de tout ce qui est le plus naturel possible. Au effectivement. Final, la nutrithérapie, c'est se rapprocher de ce qui est plus simple. Plus vous simplifiez, ça se rapproche de ce qui est plus bon sens. Vous voyez, ça a plus de, c'est plus logique. Voilà, de manger le moins transformé possible et avec des quantités plus adaptées à nos besoins. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Ania, pour tous ces conseils du matin. Alors, tu avais justement parlé de dates. Les dates, nous allons nous intéresser puisqu'un salon de la date a été organisé. Je vous laisse voir donc ce reportage et on se retrouve juste après. Avec plus de 1000 variétés de dattes, l'Algérie table beaucoup sur cette filière stratégique soutenue. D'énormes efforts sont consentis pour améliorer la production en adoptant des méthodes de culture bio et l'irrigation localisée. Des efforts qui ont impacté positivement l'exportation du fruit et de ses dérivés. En Algérie, on a plus de 630 variétés de dattes. Et parmi ces variétés, on a Deglet Nord. Deglet Nord, c'est la zone Tahazziban. Jouait Biskra. Et Deglet Nour Hadi, elle est considérée comme la reine des dattes. C'est-à-dire on a un bijou et elle est très 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 appréciée dans le monde. Il y a de nombreuses variétés de dattes. La wilaya de Timimoun, que nous représentons, on compte 360. Nous en avons apporté 108, toutes de bonne qualité. Très appréciées pour leur qualité premium, les dattes algériennes s'imposent progressivement sur les marchés internationaux avec une production de 11,5 millions de quintaux par an. L'Algérie, troisième producteur mondial de dattes, exporte vers près de 90 pays. L'année dernière,
780 000 quintaux, dont 50 000 quintaux de dattes sèches ont été exportés, représentant une valeur de 70 millions de dollars. Alors nous, on exporte vers la France essentiellement, mais on distribue un petit peu en Espagne et un petit peu en Belgique. Nous, on exporte à peu près, on fait à peu près en ce moment 5 containers par an, à peu près, c'est-à-dire une centaine de tonnes. Mondialement reconnues et certifiées. Elles sont d'ailleurs très demandées pour leur qualité. Nos dattes sont majoritairement exportées vers les pays du Sahel en quantité importante. Ils les importent pour leur excellente qualité car elles sont bio et sans aucun additif. L'intégration des spécificités de la qualité des dattes algériennes, notamment la célèbre variété d'Eglet Nour, dans les normes internationales du Codex Alimentarius, marque un tournant pour toute la filière. Cette reconnaissance renforce la crédibilité et devrait stimuler la demande mondiale. Alors la décision de passer aux normes internationales, de progresser vers les normes internationales, c'est une très bonne chose parce que ça va permettre, ça va faciliter le commerce avec le reste du monde et ça va donner, c'est un gage de qualité aussi et ça va rassurer les gens. Ça va rassurer les autres pays qui ont des normes assez strictes. Petit à petit, ça va permettre à l'Algérie de se hisser au niveau des principaux pays exportateurs dans le monde. Cette décision positive permet aux opérateurs économiques d'exporter facilement leurs produits tout en valorisant la qualité qui reste notre priorité. Entre diversité, qualité et succès à l'international, la filière dattière algérienne est une filière économique porteuse, offrant d'énormes potentialités en matière d'exportation et d'industrie de transformation. Et de retour sur le plateau, donc on parlait de dates, effectivement, et cette fois-ci, nous allons rester quand même dans le domaine, mais cette fois-ci beaucoup plus, on va dire, environnement, puisque nous allons nous intéresser à un événement qui a eu lieu ce mois-ci au Brésil, la COP30. Donc, parmi nous, Monsieur Kaïd Youssef Mehdi Cherif, bonjour, marhaba bik. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous. Le plaisir est réciproque et pareil pour moi. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Alors, paraît-il, vous étiez quelques jours au Brésil et on a failli ne pas vous reprendre. Paraît-il. Mais heureusement, pour représenter l'Algérie, donc j'étais présent à la COP30. C'est la COP de la conscience. Elle est unique. C'est la COP du constat aussi. Depuis l'accord de Paris, la COP 21, on a eu plusieurs COP. Et maintenant, c'est l'état des lieux et le constat par rapport à tout ce qui est dérèglement climatique et l'alerte. Alors, où est-ce que nous en sommes justement? Parce que les écologistes, les climatologues n'arrêtent de tirer la sonnette d'alarme par rapport justement à la situation de l'environnement dans le monde entier. Bien où est-ce sûr, que nous tout à en fait. sommes? Par rapport aux alertes, le constat, il est réel. On voit l'accélération des changements climatiques dans tous les continents. Et aussi, le problème qui va se poser, c'est qu'il y aura des catastrophes naturelles qui vont toucher non seulement les populations, l'économie et l'agriculture directement. On l'a vu dernièrement avec le volcan qui a explosé dernièrement. Oui, dernièrement, tout ce qui est volcan, tout ce qui est aussi inondation. Je vais vous dire, hier soir, j'ai eu l'information au niveau de l'Asie du Sud, il y a eu plus de 300 morts suite aux inondations au niveau de Thaïlande, la Malaisie. Donc, vous voyez les dégâts causés par l'accentuation des changements climatiques et c'est un constat réel. Pour revenir à la COP30, elle est unique. Pourquoi elle est unique? Parce que l'emplacement de la COP30, c'est au fond de l'Amazonie. Le poumon de la Terre, comme on l'appelle si bien. Voilà, donc c'est le poumon de la Terre, c'est pour alerter le monde entier par rapport à la réalité et par rapport au changement climatique. On est allé à l'Amazonie pour réaliser cette COP et pour défendre non seulement tout ce qui est société civile au niveau africain, arabe et mondial. Voilà, effectivement. Et vous avez pu réaliser beaucoup de belles choses sur place, notamment une campagne de reboisement. Parlez-nous un peu de cette campagne. Pour commencer d'abord, je tiens à vous dire que j'ai été nommé parmi les 22 leaders au monde concernant les systèmes alimentaires. Donc, j'avais la responsabilité de défendre tout ce qui est système alimentaire et de défendre une nouvelle notion de protection de l'agriculture via l'agroécologie.
un nouveau concept. Un nouveau concept, effectivement. Tout à fait. Donc, produire, cultiver des cultures naturelles avec des options naturelles et éviter tout ce qui est OGM, chimique, et avec une rationalisation des ressources en eau. Aussi, on a défendu tout ce qui est traditionnel par rapport aux exportations africaines, parce que quand on parle des systèmes alimentaires, on touche directement la sécurité alimentaire. Et on a introduit aussi une nouvelle notion de l'immigration. Quand on parle de migration dans n'importe quelle région au monde, c'est la cause directe des changements climatiques. Quand on n'a plus d'eau, quand on ne peut pas cultiver sa terre, donc il y a une immigration directe. Aussi, donc ça, ce sont les conséquences finalement des changements climatiques Direct. sur la répartition de la population sur la Terre. Oui. Au niveau. Oui. Et au-delà de ça, parlant des résolutions et des négociations, on est allé directement aux négociations pour porter ces voix et de dire arrêtons-nous à la justice climatique. Quand on parle de justice climatique, oui, c'est quoi la justice climatique? C'est une bonne répartition des fonds dédiés au climat aussi. Quand on parle de répartition des fonds, on parle de justice climatique et on va parler des enjeux des COP. Quand on parle des enjeux des COP, on ne va pas parler uniquement en changement climatique, dérèglement climatique, parce que derrière les COP, il y a plusieurs enjeux. Il y a les enjeux climatiques, certes, il y a les enjeux économiques, il y a les enjeux politiques aussi. Donc chaque pays, chaque continent essaie de gagner sa force de proposition et de sauvegarder son économie et sa concurrence. Il y a des pays qui veulent taxer le carbone par rapport à tout ce qui est énergie fossile. Nous, on a dit pour le continent africain et pour le monde arabe, non, on parle de justice climatique et de justice par rapport à la transition énergétique et on a décroché ça au niveau de la COP30 comme résolution officielle. Ah bah bravo. Voilà. Et vous comptez la mettre comment? Sur terrain? Ça reste une résolution? Ça reste une résolution parce que je reviens par rapport au principe des COP. Le principe des COP au niveau des Nations Unies, c'est un principe qui n'est pas obligatoire. C'est un engagement par rapport à tout ce qui est engagement, contribution au niveau des pays. C'est un engagement de chaque pays pour diminuer les émissions. Donc, nous, pour l'Algérie et pour le continent africain, on va s'engager en tant que société civile et en tant que transition énergétique. Aussi, on a défendu l'aspect que le continent africain, c'est le continent le plus démuni et le plus touché par les changements climatiques. Mais la solution, la force de proposition vient du continent africain. Si on voit tout ce qui est croissance économique, c'est le continent africain. Et pour vous dire, par rapport au continent africain, le continent africain, il s'adapte le mieux. Il est là pour porter la voie de changement climatique juste et aussi d'une croissance économique juste avec l'Algérie comme locomotive. Ça c'est une fierté, finalement. Mais sinon, là, probablement, là, c'était avec le président de la COP. Le président de la COP au Brésil, et je tiens à saluer même la société civile brésilienne qui nous a aidé à faire nos campagnes. Aussi, je tiens à le dire, on a réalisé parallèlement à la COP le sommet des peuples. Et la première action, c'est de faire une flottille qui a longé le fleuve de l'Amazonie avec plus de 200 bateaux et embarcations. Et j'ai fait la proposition, là c'était le démarrage, et j'ai fait la proposition moi-même de chaque bateau de porter un drapeau palestinien pour la cause palestinienne. Et la Palestine toujours au cœur, toujours présente. Oui, et je tiens à le dire aussi avec le réseau Cannes International, on a fait même l'édition éco, on voit les flottilles, et c'est une réalisation par rapport au sommet des peuples. Il y a l'ensemble des pays, l'ensemble des continents qui ont porté le drapeau palestinien. Il y avait plus de 200 bateaux et j'étais fier de faire partie de l'organisation de cette flottille c'était une flottille vraiment pour la cause palestinienne. Magnifique. Alors ça, c'est l'une des manifestations que vous avez eu à faire durant cet événement. Mais sinon, revenons un peu sur la campagne de reboisement que vous avez organisée sur place. Et comme je suis militant actif et j'adore
être sur le terrain, au-delà des négociations, au-delà des discours. Et j'ai demandé aux organisateurs de me réserver une campagne de reboisement et heureusement, je l'ai fait. Cette campagne de reboisement, je l'ai dédiée au peuple algérien et on a planté des arbres en plein Belém, qui est le centre de l'Amazonie. On a planté des arbres. Combien? Plusieurs arbres. On a dépassé une centaine d'arbres avec le mouvement associatif. Et j'ai planté des arbres avec le drapeau algérien dédié au peuple algérien. Et ça sera bénéfique pour les générations à venir pour dire que l'Algérie, elle est là à travers les plantations, à travers même ces campagnes, parce que je suis secrétaire général de l'association algérienne de la promotion de volontariat environnemental. On a participé à la campagne de reboisement d'1 million d'arbres, et c'était une campagne vraiment qu'on pouvait dépasser le 1 million d'arbres. Et je tiens à le dire, et je l'ai dit à la COP, que l'Algérie, c'est le premier pays africain et arabe qui a commencé l'action climatique avant même de la création des COP. C'est les années 70 avec le barrage vert. Avec le barrage vert, effectivement, avec le barrage vert. Donc c'était durant les années 70, effectivement. Et puis c'est vrai que les campagnes de reboisement sont l'une des meilleures façons de lutter contre les changements climatiques aujourd'hui. Si on parle d'émissions et si on parle comment absorber tout ce qui est carbone, c'est avec les campagnes de reboisement. Parce que les campagnes de reboisement, non seulement ils vont limiter les émissions, et non seulement vont donner une vie pour la biodiversité et limiter la désertification, surtout en Afrique ou en Algérie. Effectivement. Et donc, vous revenez du Brésil. Il y a quelques jours que vous êtes revenu, chargé donc d'émotions déjà, mais chargé de résolutions, mais aussi de projets, n'est-ce pas, de nouvelles idées, parce que vous avez quand même sur place à échanger avec d'autres experts, à avoir d'autres façons de voir les choses, à avoir aussi d'autres perspectives, parce que c'est vrai que nous vivons tous les changements climatiques, mais à des degrés différents, de manière différente. Alors, quelles sont finalement vos prochaines étapes aujourd'hui? Il y a plusieurs projets en vue. D'abord, déjà de travailler en tant qu'Africain, une collaboration sud-sud. Déjà, il y a une caravane africaine et j'espère que l'Algérie va faire partie de cette caravane. Et je vais travailler durant l'année prochaine, 2026, pour que le point c'est demain, 2026, c'est très très proche. Donc, le point de départ de la caravane climatique africaine, ça sera Alger. D'accord. Et c'est une caravane finalement, quel est son objectif? Sensibiliser, travailler ensemble et aussi partager les expériences. L'avantage par rapport à ma participation à la COP maintenant, c'est qu'on fédère le mouvement associatif africain. Chose qu'il n'y avait pas auparavant, il n'y avait pas de relation sud-sud, chacun pour soi, travailler pour son pays. Maintenant, il y a une coalition africaine, il y a un partage des expériences, un partage aussi des ressources, un partage du savoir. Parce que je tiens à le dire aussi, nous, en tant qu'Algériens, on a un savoir-faire maintenant qui est réel. Un savoir-faire dans tout ce qui est plantation, un savoir-faire tout ce qui est énergie renouvelable, un savoir-faire aussi dans la gestion des ressources hydriques et tout ce qui est dessalement aussi. On a vu l'installation et l'investissement des stations de dessalement et je tiens à le dire que c'est une fierté algérienne de réaliser des stations de dessalement en même pas une année, 2 ans. Parce que le temps de réaliser une station de dessalement en Algérie, au monde entier, ça dépasse les 36 mois. Donc vous voyez, il y a un savoir-faire et je tiens à le dire, l'Algérie, elle est le cœur battant de l'Afrique et la locomotive de l'Afrique pour un changement, une transition énergétique durable et une justice climatique. Et on sera la locomotive de l'Afrique. Et je tiens à le dire aussi, la COP 31, ça sera au niveau de l'Asie, c'est la Turquie. La COP 32, ça sera au niveau de l'Afrique. Ça va se passer quand? Entre novembre et décembre, toujours. C'est les COP entre novembre et décembre. La COP prochaine, ça sera au niveau de la Turquie et ça sera une présidence australienne. La COP 32, ça sera au niveau du continent africain. Il y a déjà 2 candidatures. Il y a la candidature de l'Éthiopie et le Nigeria. Et je tiens à proposer la candidature de l'Algérie. Inch'Allah, pourquoi pas? Parce que, acquis de droit, Inch'Allah, ils vont déposer la candidature de l'Algérie parce que
je tiens à le dire, le seul pays africain qui va vers une transition énergétique, vers un développement durable, c'est l'Algérie. C'est bien l'Algérie, effectivement. Donc autant déposer la candidature, effectivement. D'autant plus que le destin est le même, hein, finalement, par rapport au changement climatique. Donc même si tous les pays vivent les choses un peu différemment, mais si effectivement on ne se serre pas les coudes aujourd'hui, eh ben, le destin est le même, hein, pour le climat, n'est-ce pas? Quand on parle de changement climatique, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite aussi. Il n'y a pas de frontières, et on effectivement. parle d'humanité. Et on parle de durabilité pour les générations futures. Effectivement. Alors, la caravane, c'est quand même un projet grandiose, j'ai envie de dire, qui va demander déjà beaucoup de résilience, hein, n'est-ce pas? Parce que réunir tous les pays africains, ça reste quand même un projet très, très ambitieux, mais nécessaire. Alors, comment comptez-vous réunir et travailler en collaboration, surtout? Déjà, travailler directement avec la société civile africaine. Déjà, la société civile, généralement, c'est vrai qu'elle est très communicative, elle est ouverte. Oui. Au niveau de la COP30, on a pu faire le consolider et avoir le réseautage de l'ensemble des acteurs africains sur la place africaine. Déjà, c'est un acquis parce que l'action vient directement, la caravane, la sensibilisation vient par la société civile. Et par la suite, bien sûr, les autorisations, les gouvernements, c'est pour avoir tout ce qui est organisation. Mais l'action elle-même vient par la société civile et c'est une action noble. Pourquoi? C'est en même temps avoir une caravane qui va non seulement ressortir les problèmes africains et pourquoi pas trouver des solutions entre Africains et ça, aller vers une transition énergétique et non seulement partager les expériences, mauvaises ou bonnes, parce que même s'il y a de mauvaises expériences, on apprend toujours des choses. Voilà. On apprend toujours des choses, effectivement, mais c'est un travail quand même qui va demander beaucoup de temps. De faire le tour de toute l'Afrique et donc d'essayer de sensibiliser la société, mais aussi les gouvernements par rapport à ce genre de solutions. Il faut avoir aussi une volonté. Une volonté. Une volonté, heureusement. Et alliée. Ouais. Et alliée, voilà. Alhamdoulilah. En Algérie, il y a la volonté politique dans tout ce qui est transition énergétique, transition durable. L'Afrique aussi, elle a une volonté et elle a un devoir aussi de sauvegarde par rapport au changement climatique. Parce que quand on est touché directement dans les ressources hydriques, les ressources solaires, l'agriculture, le système alimentaire, donc ils font partie de la vie au quotidien des peuples africains. Donc c'est pour ça que cette caravane, non seulement va unir les Africains, et va les rassembler. Parce que quand on parle changement climatique, on parle aussi de transfert technologique. Pourquoi les pays industriels ne veulent pas transférer, ne veulent pas partager aussi la technologie? C'est pour avoir leur pouvoir économique aussi. Donc, nous, en tant qu'Africains, il faut s'unir pour trouver les solutions et pour aller au-delà des challenges, parce que la solution vient de l'Afrique et vient de nous-mêmes. Donc, finalement, vous allez commencer. Vous avez une idée quand est-ce que vous allez commencer par rapport à cette caravane? À partir de janvier. De janvier. Alors, vous n'arrêtez pas. Hein. Voilà. Alors, on ne s'arrête pas. Il le faut, parce que, je vais vous dire, l'engagement de chacun de nous, quand on est dans le mouvement associatif, quand on est dans le système, on est là en tant que citoyen. Tout d'abord, on doit défendre l'intérêt de notre pays et défendre l'humanité aussi. Et c'est un engagement. C'est un engagement, effectivement. Nos parents l'ont fait lors de la Révolution et nous, on va le faire pour le développement de notre pays, le développement du continent africain. Alors, donc on continue à lutter autrement. Oui. Voilà, mais la lutte continue. Et aussi, il faut faire des sacrifices aussi. Oui. Parce que au-delà de l'aspect engagement, il faut se sacrifier, il faut se donner à fond pour développer son pays, pour encadrer et rassembler cette société civile et partager nos expériences et donner le flambeau aux jeunes aussi. Inch'Allah. En tout cas, vous êtes jeune, hein? Mazel. Il faut partager aussi. Oui, partager, d'accord, mais transmettre le flambeau, je pense que vous êtes encore jeune pour ça. Il faut fédérer aussi il faut fédérer, voilà, c'est surtout. C'est l'objectif d'ailleurs de tout le travail que vous faites sur terrain. Fédérer non pas que les jeunes, mais fédérer toutes les populations à travers le monde autour d'un seul objectif qui est la protection de l'humanité, d'une manière générale. Et être aussi la voix et le porteur d'un message
Et pourquoi pas l'Algérie soit le porteur d'un message noble pour l'Afrique et pour le monde entier. Et Inch'Allah, pourquoi pas organiser la COP 32. Inch'Allah, en Algérie. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Bravo pour tout ce que vous avez pu accomplir, tout ce que vous allez accomplir aussi. Donc, Monsieur Kaïd Youssef Mehdi Cherif, voilà. Donc, secrétaire général de du réseau Cannes Arab World. Voilà. Et en même temps, je suis le secrétaire général du réseau Cannes Arab World. C'est le premier réseau climatique dans le monde arabe et dans le Maghreb. Et aussi, je suis le fondateur. Eh ben, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été parmi nous ce matin. Ben, on vous retrouvera, Inch'Allah, lorsque nous aurons la candidature. Et dans des actions prochainement de reboisement, de sensibilisation et d'actions citoyennes algériennes. Inch'Allah, merci beaucoup à vous. Et on continue cette fois-ci, nous allons aller du côté de Ain Salah pour parler donc d'artisanat, de protection de l'environnement. Donc voilà, on en parle encore et on se retrouve pour la dernière station de cette matinée. Au cœur d'une demeure patrimoniale, nichée dans l'un des plus anciens quartiers d'Ain Salah, l'artisanat rencontre la créativité. Un espace chargé d'histoire s'anime. Le ton d'un salon entièrement dédié à la préservation du patrimoine de la région. Ici, les savoir-faire féminins se dévoilent, les gestes se transmettent et la mémoire d'un héritage encore vivant reprend toute sa place. Nous avons prévu un atelier démonstratif pour montrer aux visiteurs comment les femmes d'Ain Salah exerçaient leur activité artisanale, notamment pour ce qui est de la confection et fabrication d'outils et d'ustensiles qu'elles utilisaient au quotidien. L'objectif de cette activité est avant tout de promouvoir et de mettre en valeur l'artisanat de notre région. Une immersion unique est offerte aux visiteurs. Les expositions étaient variées allant de la poterie au textile, passant par la confection de vêtements ou encore l'art culinaire traditionnel aux côtés de produits cosmétiques naturels tels que les huiles et les parfums. Chaque création témoigne de l'attachement profond des artisanes à leur savoir-faire. Cette melhfa blanche appelée El Jouali est une tenue traditionnelle que portaient nos grands-mères et nos arrière-grands-mères durant les grandes occasions comme les mariages ou les circoncisions. J'ai appris de ma grand-mère les bienfaits des plantes sahariennes, dont j'extrais des huiles de manière artisanale pour des préparations thérapeutiques et aromatiques. Ce plat se nomme El Merdoufa. Nos aïeux nous ont appris les secrets de préparation et nous tenons à les transmettre aux futures générations. Nous tenons à garder ces arts et métiers en vie et souhaitons transmettre le flambeau aux générations montantes. À Ain Salah, préserver l'artisanat et le patrimoine, c'est bien plus qu'honorer le passé. C'est transmettre une identité, un savoir-faire et une fierté qui continue de faire vivre toute une région. Et cette fois-ci, nous allons revenir aux Olympiades des métiers qui a eu lieu la semaine dernière à Oran. Rappelez-vous, donc un magnifique spectacle a été organisé pour l'ouverture de cet événement. Le concepteur, le metteur en scène est parmi nous ce matin. Il s'agit de Hassan Qassi Aïssa. Bonjour, marhaba bik. Bonjour madame, et je vous remercie pour l'invitation, pour l'intérêt que la chaîne de Canal Algérie porte à ce genre d'événement et la qualité artistique qui a été présentée. Marhaba bik. Alors l'empreinte, c'est l'intitulé du spectacle. Alors l'empreinte, c'est quand même lourd de sens comme titre, qu'on pourrait interpréter finalement de plusieurs manières. En tout cas, il n'y a que du positif. C'est clair. L'empreinte, on va dire dans le sens propre du mot, c'était le but de notre spectacle et l'intérêt que toute l'équipe qui m'a suivi et qui m'a assisté, c'était ça notre objectif, c'était de marquer l'événement, de laisser un grand show, de faire une grande présentation artistique. Et je pense que le défi était réalisé, on était là, on était dans le moment, on était au rendez-vous. Tout le monde était content, le grand public était présent, Madame la ministre de l'Information aussi qui nous a vraiment félicité après le spectacle. Et je tenais aussi à remercier notre producteur qui est l'Office national de la culture et de l'information, qui a mis, on va dire, tout en œuvre, toutes les équipes de l'ONCI, tous les moyens techniques, humains et matériels pour la réussite de ce grand spectacle, alhamdoulilah, comme vous l'avez déjà vu sur, on va dire, sur les écrans de télévision. Sur les médias, effectivement. Alors, Empreinte, ça a été donc ce spectacle d'ouverture. Alors, on sait très bien que les Olympiades des métiers a été donc
organisé pour la promotion donc, des métiers, mais pour la promotion aussi de la jeunesse. Et Empreinte a été un peu la traduction, on va dire, de cet objectif principal, n'est-ce pas? C'est clair, madame. Si vous voyez, on va dire, tous les participants qui ont fait le spectacle, déjà, c'est une grande masse de jeunes. Et justement, c'était la question que j'allais vous poser. Il y a eu combien de participants? Une grande masse de jeunes, c'est 150 danseurs et danseuses, c'est 20 chanteurs, c'est 5 chanteurs, on va dire, stars confirmés. Vous voyez, c'est 40 techniciens qui étaient dans les coulisses, qui étaient sur la machinerie Ça technique. va, vous êtes en forme, hein? Alhamdoulilah. Il y a aussi notre partenaire en collaboration avec l'Office national de la culture de l'information, une start-up, Exasmart, qui est dirigée par M. Hassan Zarouati, qui a fait aussi le deuxième spectacle qui était au Ciel d'Oran. Et l'Empreinte, c'était 2 spectacles en fait. C'était un spectacle dans la salle et un autre au Ciel d'Oran. Et c'était le spectacle de drone. Oui. Et ça aussi, c'est un jeune qui gère ce que je viens de dire, une start-up. Et ça fait plaisir que nous, tous jeunes, actuellement, aujourd'hui, on a pu relever ce défi-là, on a pu, on va dire, confirmer notre présence, on a pu confirmer notre qualité professionnelle, que ce soit sur l'artistique ou sur, on va dire, les régies d'administration. Et je tiens à remercier, on va dire, tout ce beau monde qui était derrière nous, qui nous a soutenus et qui a cru en nous. En premier, Madame la ministre de la Formation, aussi le DG de l'Office national de la culture et de l'information, M. Abdellah Bougndora, qui a été, on va dire, déterminant sur cette création et qui a fait en sorte, je le rappelle toujours, de nous donner tous les moyens, on va dire, pour la réussite de ce spectacle. Effectivement, et vous avez laissé une empreinte, hein, comme on dit, n'est-ce pas? C'était l'objectif. C'était l'objectif. Vous avez laissé une empreinte indélébile. Alors parlez-nous un peu, parce que bien sûr, lorsqu'il y a un spectacle, on ne fait pas un spectacle artistiquement parlant seulement, mais il y a toujours des messages que nous avons envie de faire passer. Généralement, quand on parle jeunes, ce sont des messages, j'ai envie de dire, plus des messages d'espoir, plus des messages d'encouragement, d'accompagnement. Qu'en est-il pour ce qui est du spectacle Empreinte? Je vais vous parler du déroulé du spectacle, c'est encore mieux, comme ça on va éclaircir ces idées-là. Déjà au départ, on est parti sur la réflexion pour marquer, on va dire, ce spectacle par nos origines, par nos racines pour cette terre. Et c'était l'objectif de la première séquence, où on a parlé des hommes de pierre, des chasseurs, etc. On a parlé de cette partie de l'histoire pour dire que l'homme a toujours fait quelque chose avec ses mains, a toujours créé quelque chose avec ses mains, il a créé des métiers. Et on est parti directement sur a toujours défié la nature, finalement. Voilà, et il a su s'imposer. On est parti ensuite sur les séquences, on va dire, qui ont suivi sur le métier artisanal très connu en Algérie, on va dire sur le patrimoine matériel que nos ancêtres nous ont laissé. Et on a trouvé une petite brèche artistique parce qu'il faut tout justifier dans un spectacle pareil. On est parti sur la formation pour la mise en valeur des métiers de la formation. C'était l'objectif, on va dire, et l'intérêt de tout le spectacle. C'est de dire que nous, en tant que peuple, en tant que nation, d'aujourd'hui et de nos ancêtres, on est un peuple de métiers. C'est un petit peu ça, c'est pour marquer un petit peu l'histoire. C'est le cas, effectivement. Et c'est le cas, comme on dit, et après, le mot Sana'a, on le trouve partout. Hein. On le trouve dans les petits métiers, on le trouve dans la musique, on le trouve, n'est-ce pas? C'est clair, c'est clair. C'est un mot, on va dire, qui fait partie de notre culture. Notre culture, notre algérien, c'est notre façon d'appeler les choses, etc., etc. Je vous ai dit qu'une fois on est arrivé sur les métiers de formation, on va dire on a mis tout le paquet parce qu'on est parti sur des techniques, on va dire scéniques un peu complexes. On a utilisé des LED pour des costumes, on a utilisé des petites lampes, on a essayé de mettre vraiment en valeur ce passage et de rendre ce passage un peu technocrate. Ça veut dire que la jeunesse maintenant maîtrise de la technologie, la jeunesse maîtrise le savoir, la jeunesse a l'espoir, on va dire, d'aller au-delà, vers l'avant, pour avoir un futur meilleur et espérer d'un futur meilleur. D'ailleurs, c'est la chanson que notre artiste Msoufli Klein, la chanson. Nous rêvons d'espoir, nous rêvons de réussite pour que notre grande Algérie réussisse et pour que notre Algérie se développe. C'est un petit peu ça le sens du texte. Et je pense que, alhamdoulilah, par la participation de toute notre équipe, c'était un exploit, c'était un défi, c'était un temps très court de production
qui n'a pas dépassé les 25 jours. 25 jours. C'est 25 jours. Ah, j'attendais ce que vous me disiez 2 mois, 3 mois. Non, Mais bravo. c'était 25 jours de prod, d'atelier. Oui. La réflexion s'est faite au mois de juillet-août, où je me suis réuni avec toute l'équipe, avec notre maestro Amin Dehan pour la musique, mes assistants qui m'ont accompagné, M. Farid Houch, Tatoual Bizarrouk, Mohamed Jarman, Samir Kemoun, Ould Issa Fatma Zohra. Mon premier assistant coordinateur technique, M. Dino, le designer lumière Nassim Zebouch, notre responsable de cellule de création 3D, M. Emir Naqab, et toute l'administration et les équipes, on va dire, de régie et de coordination de l'Office national de la culture et de l'information, qui les dirigeait M. Hakim Bouchami en tant que responsable de cette grande production. Et ça vous dit de revoir tout ça en images? Allez-y. Allez-y, allez, on y va. Donc, nous avons justement un reportage qui revient sur cet événement qui est les Olympiades des métiers qui s'est déroulé à Oran. Je vous laisse voir, on se retrouve juste après. Depuis plusieurs jours, Oran est devenue une véritable capitale du savoir-faire à l'occasion des Olympiades des métiers. Plus de 500 jeunes talents venus des 4 coins du pays se défient dans 44 métiers, allant des technologies modernes aux arts traditionnels. Entre passion et précision, le travail de ces jeunes talents capte tous les regards. Nous venons participer aux Olympiades des métiers dans la spécialité ferronnerie artistique et soudure dans l'espoir de remporter la victoire. Nous participons dans la spécialité technique de production et fabrication mécanique et la compétition est très intense. La pression est forte. Nous avons déjà 2 médailles d'or et nous visons la 3e. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour être parmi les premiers. Parallèlement aux compétitions, des ateliers pratiques et conférences spécialisées réunissent enseignants, formateurs et experts du métier pour dévoiler les nouvelles tendances du marché et les compétences que les jeunes devront maîtriser. Cela donne aux stagiaires de la confiance en eux et leur permet de développer leurs compétences pour l'avenir. Ces Olympiades encouragent les stagiaires de toutes les spécialités à fournir plus d'efforts et aussi à améliorer la qualité de leur formation. Les Olympiades des métiers 2025 mettent en lumière une jeunesse ambitieuse et créative. Ici se construisent les talents prêts à faire rayonner l'Algérie sur la scène internationale. Voilà, c'était donc quelques images sur lesquelles nous sommes revenus lors de cet événement qui est l'Olympiade des métiers. Alors justement, Hassan Kassi Issa, ça fait quelques jours donc, que l'événement s'est terminé. Aujourd'hui, avec le recul, vous allez voir un petit peu dans le rétroviseur, vous pouvez dire quoi? C'est un défi que je voyais au départ un peu impossible. Mais dorénavant, je croirai et j'aurai la foi qu'avec... Vous saurez que l'impossible n'existe pas. Que l'impossible pour nous, on va dire concepteurs, metteurs en scène, assistants, équipe de prod, ONCI, on est capable, on va dire, de présenter de grands spectacles dans, on va dire, dans de courts délais. Je pense que j'aurai cette conviction-là et cette foi. Voilà. Et puis toute l'équipe qui vous a suivi aussi, parce que finalement, vous avez tous travaillé pour le même objectif. C'est clair. Et alhamdoulilah que tout le monde, on va dire que toute l'équipe a suivi la vision artistique, a compris la vision artistique, a compris l'intérêt de cette vision artistique. Et on est partis tous, on va dire, sur les mêmes grandes lignes, avec le respect des deadlines. Parce que vous savez qu'il y avait de grands ateliers pour les décors, pour la confection, on va dire, des costumes, pour la création musicale, pour la création chorégraphique, pour les manœuvres techniques, parce qu'on a utilisé quelques effets, on va dire, spéciaux, c'était le feu, les étincelles, l'éclairage. Et sur ces deadlines, c'était là l'impossible. Parce que je vais vous dire que la musique a été créée en 10 jours. C'est juste à peine incroyable, on va dire. Que la création chorégraphique a duré 12 jours, que toute la cellule 3D... Vous avez travaillé 30 heures sur 24? On a travaillé, on va dire, pratiquement jour et soir, et on n'avait pas vraiment de temps de récupération, on va dire, nécessaire. Mais la relève, c'était parce qu'on était, on va dire, dans une course contre le temps, et on pouvait pas, vous ne pouvez pas se permettre de...
on va dire, de se reposer ou de laisser passer quelque chose ou un détail. Alors tout le monde, je remercie tout le monde pour cet effort-là, parce que tout le monde s'est surpassé. Oui. Et c'est surhumain, on va dire, parce que surtout pour les danseurs, pour les gens qui ont un travail physique, de faire des répétitions de 9h jusqu'à 10h du soir, c'est 13 heures pratiquement de répète chaque jour, pendant les 2 jours qui étaient pendant la création. C'est énorme pour le physique, c'est énorme. Le physique a besoin de récupération, a besoin de repos. Mais là, alhamdoulilah, comme j'ai dit, tout le monde, on va dire, était impliqué dans cette vision artistique. Et surtout sur le côté chorégraphique, parce que c'est la première fois, je pense, qu'un chorégraphe est metteur en scène d'un spectacle sur un noyau chorégraphique. Et je pense que c'était ça le défi, c'était ça, on va dire, le point fort qui nous a poussé à aller donner ce grand spectacle. Et puis, c'est un spectacle qui est très, j'ai envie de dire, ciblé, parce que vous aviez un objectif très, très précis, qui était justement de mettre en valeur les métiers. Donc là, c'était vraiment, encore une fois, un nouveau défi pour vous, une nouvelle façon de voir les choses pour vous, parce qu'on sait que vous, les artistes, généralement, on vous laisse libre cours à votre imagination, vous n'êtes pas toujours, j'ai envie de dire, cloisonné, ou vous n'êtes pas toujours conditionné par des textes ou par des thématiques particulières. Et là, ça a été un autre défi pour vous. D'ailleurs, je tiens encore une fois à remercier Madame la ministre de l'Information et le DG de l'Office national, parce qu'au début de ma présentation, on va dire, du concept, je suis parti un petit peu sur, comme j'avais dit précédemment, sur nos origines, nos racines, pour aboutir à la formation. Et c'est ce passage-là, parce qu'il y avait même des textes qui étaient chantés, et ça, c'est des textes que j'avais, on va dire, préparés pour l'événement précisément, pour marquer l'événement, pour laisser cette empreinte, on va dire, dite et chantée. Et on va dire que Madame la ministre, pendant la présentation, c'est vrai qu'au départ, elle était, on va dire, je ne vais pas dire qu'elle était hésitante ou réticente, mais ce que je racontais était vraiment impossible à voir et à imaginer, parce qu'en vous disant que j'allais accrocher des décors sur la toiture métallique, qui vont être synchronisés sur, on va dire, le mouvement de descente, machinerie, etc., avec de la musique, qui seront allumés en LED, on va les faire remonter. Vous voyez, c'est un truc, quand on le raconte, c'est pas évident à le voir. Et je comprends, c'est normal. Moi, en tant qu'artiste, j'avais la vision, j'avais l'idée, j'avais les options, on va dire, dans mon imagination. Mais j'étais sûr que ça allait être, c'était faisable. Mais pas pour quelqu'un qui reçoit l'information directement là. Et voilà, moi je la remercie pour cette confiance. D'ailleurs, même quand j'ai fait la lecture des textes, c'est des textes, on va dire, très visés, qui parlent de l'authenticité de notre patrimoine, qui parlent de l'authenticité, on va dire, de notre... Et c'est vous-même qui avez rédigé les textes? C'est moi qui ai créé ces textes-là, sauf les chansons qui étaient interprétées par les chanteurs, parce qu'on a pris leurs chansons. J'ai juste mis un grain de sel pour justifier la chanson. Par exemple, au passage où Amine Babylon chante Zina, je lui ai créé un texte. Chanson planétaire, hein? Voilà, une chanson très connue, voilà. Je lui ai juste mis un texte, on va dire, de narration que lui-même dit. Et juste avant de commencer la chanson, il dit Zina bladi zint al-buldan, Zina bladi ma kansh khairaha fi kull makan. Vous voyez un petit peu. Pour faire une transition fluide, finalement, logique entre les pour spectacles. Que Zina, là maintenant sur le spectacle, représente l'Algérie. C'est un petit peu ça. Recontextualiser finalement les différentes chansons. C'est un petit peu ça l'idée qu'on a trouvée pour justifier tout. Vous n'avez rien laissé au hasard. Hein. Il ne fallait pas et je ne devais pas commettre d'erreur. Parce que c'est un événement qui a beaucoup, on va dire, qui avait beaucoup d'importance pour l'Algérie, pour la formation. C'est le premier grand événement. C'est le premier grand événement pour, on va dire, la formation. Peut-être que des gens connaissent qu'il y a un ministère de formation, qu'il y a des instituts de formation, mais ils ne voient pas vraiment ce que ces instituts, ce ministère font. Là maintenant, on va dire, ce ministère-là ou ces métiers de formation, maintenant, ils sont mis en valeur. Les gens vont s'intéresser, les gens, on va dire, que ce soit par intérêt ou par curiosité, ils sont emmenés à regarder, on va dire, un petit peu ces vidéos qu'on a trouvées partout sur les réseaux sociaux.
Et je pense que l'impact médiatique pour l'événement était assez, c'était énorme, Tous les il a réseaux. bien mérité, ça reste quand même un Voilà, événement. et sur le plan d'organisation, c'était top organisé. Je veux dire que tous les éléments de réussite étaient là présents ce jour-là. Pour que cet événement réussisse, à partir de la cérémonie d'ouverture, à partir du spectacle de salle, à partir du show de drone, arriver jusqu'au concours où, on va dire, il y a eu l'événement qui a duré, je pense, 5 jours. 5 jours, oui. Et qui a été c'est du 17 au 21. Superbement clôturé avec des récompenses pour les jeunes qui ont eu les premières places. On va dire qu'on félicite d'ailleurs. On va dire que c'est l'Algérie qui a mis en valeur tout ça. Il n'y a pas que nous, artistes, qui ont marqué, on va dire, l'événement. Mais c'était un début waouh et ça a fini waouh. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, donc on se donnera rendez-vous pour la prochaine édition, certainement. J'espère. Maintenant, vous avez plus de recul, plus d'expérience, n'est-ce pas, plus de réflexes, n'est-ce pas? C'est clair, mais maintenant pour de prochains spectacles, pour les prochains événements, déjà on sait comment s'y prendre. On a l'expérience de travailler dans des délais très très courts, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et je pense qu'à l'avenir, on va être plus perfectionniste que ça et on donnera le meilleur de nous-mêmes sur tous les plans artistiques et techniques. En tout cas, bravo. Merci. Bravo pour cette belle prestation, bravo pour votre résilience, à toute l'équipe, vous-même et à toute l'équipe, Inch'Allah, à d'autres projets. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup Hassan Kassia Issa, concepteur et metteur en scène. Donc on rappelle que c'est vous qui étiez à l'origine du spectacle d'ouverture donc de la première édition des Olympiades des métiers. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Très très belle continuation à vous. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. Vous retrouverez mon ami Amal Almi dès demain à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouverai le week-end prochain. Excellente semaine à tous. Au revoir. الكردوني والخضار عمي احمد وعمر زيد ومار ما لقيت حد يطفي الهيب النار اجلوا ليا يا